Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur TLPT, Threat-Led Penetration Testing, avec deux invités, Alexandre Fontaine. Bonjour. Et Daniel Bazin. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, je suis Alexandre Fontaine, consultant en cybersécurité. Je suis spécialiste dans le pilotage de projets et programmes de conformité cyber, donc par le passé, la loi de programmation militaire, NIS, PCI DSS et autres. Et puis, ces dernières années, NIS 2 et en particulier la conformité au règlement DORA. Donc, je suis, expert DORA, formateur DORA. Et enfin, j'ai créé un cabinet de conseil en cybersécurité qui s'appelle WLF depuis 2018 que je développe avec mes associés. Super. Et Daniel, de ton côté ? Moi, j'ai passé 2 ans dans un assureur dommages à faire de la mise en conformité avec la réglementation DORA. Et avant ça, j'avais passé 6 ans dans une banque à faire... dans une banque régionale à effectuer donc un poste de RSSI. Et encore avant, j'étais pentester. Très bien. Alors, TLPT, c'est quoi ? C'est une nouvelle couleur de TLP ou... Non, alors les TLPT, c'est un nouveau dispositif qui arrive avec le règlement DORA. Donc le règlement DORA, c'est un règlement européen qui vise à renforcer la résilience opérationnelle du secteur financier européen. Et dans le cadre de ce règlement qui exprime des exigences toutes sortes, en cybersécurité, en gestion des incidents, en maîtrise de ses prestataires, il y a la nécessité pour un certain nombre d'entités financières de conduire ces fameux tests de pénétration fondés sur la menace. D'accord, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un test de pénétration fondé sur la menace par rapport à, un pentest, une red team, un scan de vulnérabilité, un cyberscore pas tout l'arsenal dont dispose le RSSI aujourd'hui. Alors, on peut déjà se poser la question d'où ça vient ce TLPT. Qu'est-ce qui fait que les régulateurs ont sorti ce nouveau dispositif dans le cadre de DORA ? En fait, ça vient d'un dispositif préexistant qui s'appelait TyberUE, qui était une initiative de la Banque Centrale Européenne qui avait rédigé en 2018 un framework de bonnes pratiques pour conduire des tests de pénétration fondé sur la menace, qui était mis à disposition de la communauté et des entités financières pour réaliser des tests de pénétration les plus représentatifs possibles. Oui, vas-y, Hervé. Je te recommande de dire... je sais qu'en anglais, c'est penetration test, mais en français, je te recommande de privilégier test d'intrusion. Je crains... Alors, je ne connais pas les documents DORA en français, mais là, je crains et j'anticipe une très, très mauvaise traduction. Je pense que lorsque les choses sont entièrement développées en anglais et que les gens qui traduisent en français ne sont pas professionnels, il vaut mieux travailler en anglais et parler en anglais. Mais en tout cas, je te confirme que c'est une mauvaise traduction. Il y a une vraie nuance en français. Donc, tu sais, c'est comme... les gens qui disent digital à la place de numérique. Digital, c'est le doigt. Ça n'a pas du tout le même sens que numérique. Ben voilà, la pénétration, le test de pénétration, c'est pas le test d'intrusion. Voilà. Je précise que ce terme de test de pénétration, il est publié au journal officiel de l'Union européenne. C'est la traduction officielle. Et je confirme alors que l'Europe ne sait pas parler français. Alors, c'est la traduction aussi. Je suis en train de vérifier quand même, parce que sinon on peut parler de test de résilience au sens large. Et puis, test de résilience, là, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des... Parce que, en fait, le TyberEU, est-ce qu'il avait des recommandations qui sortent des recommandations ordinaires sur comment sélectionner correctement un prestataire, s'assurer de sa compétence, ou est-ce qu'il y avait vraiment des choses particulières qui préfiguraient les TLPT ? Oui, tout à fait. Le TyberUE, ça a totalement inspiré les TLPT. On peut considérer que les TLPT, c'est une reprise quasi totale du framework TyberUE. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est du coup, il y a bien des spécificités. TyberUE. TyberUE, du coup, c'est un framework de bonne pratique pour la réalisation de tests d'intrusion dans le secteur financier, rédigé par la BCE et publié en 2018.
et donc est mis à disposition de la communauté des entités financières européennes. Et là-dedans sont décrites toutes les bonnes pratiques pour conduire des tests à l'état de l'art. Donc les grands principes, c'est assurer l'indépendance entre l'équipe qui analyse la menace et qui définit les scénarios et celle qui réalise les tests d'intrusion, assurer l'indépendance entre l'équipe de Red Team et la Blue Team qui va réaliser et opérer ses activités habituelles, assurer la confidentialité des informations au sein de l'organisation qui fait l'objet du test. Structurer les rapports, avoir une approche par les risques dans le choix des scénarios, gérer les risques parce que les tests d'intrusion Tiber et TLPT doivent être réalisés en production, et donc l'objectif c'est de ne pas créer d'indisponibilité ou d'impacter le service rendu au client, donc de réaliser ces tests sans que ça ait de conséquences sur le service rendu. Non mais donc, ça c'est virtuel, ça c'est pas possible. Enfin je veux dire, moi je connais les tests sur les systèmes de prod parce qu'ils sont pas modélisables, on peut pas faire de système de simulation. Mais en fait tu prévois les procédures de recouvrement en cas d'incident, mais tu peux pas tu peux pas t'empêcher d'avoir un incident et de provoquer une coupure de service, par exemple. Alors oui, justement, le but, c'est de faire une analyse de risque préalable et d'accepter les risques résiduels, de se préparer à cet incident. Si les pentesters font par exemple péter le site, il faut que l'équipe en face soit prête à le remettre en place dans les plus brefs délais. Et est-ce que ça s'applique Pardon. Vas-y. À cette question qui est posée fréquemment au régulateur, le régulateur répond qu'il y a déjà eu depuis 2018 120 tests Tiber réalisés sans aucun incident de production déclaré. Alors, moi je m'inscris en faux, puisque avant qu'il existe tout ça, un simple scan dans le mainframe d'une grande banque bien connue, ça suffisait dans le module Unix au-dessus du mainframe, ça suffisait quand même à faire monter le CPU à 100%. Alors tu vas me dire, ça tient le choc, enfin ça coûte des millions d'euros dans On Demand, comme disait IBM. Donc des gros incidents suite à des tests, il y en avait à l'époque où il n'y avait ni Tiber ni TLPT. On ne va pas me faire croire qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Moi, j'ai aussi vu, il y a eu quand même une institution financière il y a quelques années, lors d'un test, lui officiel, du 15 août, qui a créé un risque systémique à l'échelle européenne. Je rassure les auditeurs, ce n'était pas en France. Et donc, il y a quand même eu des très gros plantages où ça n'a pas redémarré. Enfin, moi, j'hallucine. Est-ce que les mecs, ils ont vraiment fait 120 Red Team et ils n'ont jamais rien planté ? Mais c'est pas du Red Team qu'ils ont fait, c'est pas possible. C'est la réponse officielle. Après, effectivement, c'est ce que dit Daniel. L'enjeu principal de la conduite de ce TLPT, c'est de garantir l'absence d'impact sur le service rendu au client, parce que ce serait faire l'inverse de la vocation du règlement DORA et du dispositif TLPT que de créer un incident. Donc tout doit être géré de telle sorte à ce que cet événement ne survienne pas. Mais par exemple, ils demandent à ce que ce soit fait en dehors des heures ouvrables. Parce que moi, je connais des tests qui étaient faits entre 3h et 5h du matin, heure d'Europe, pour, en cas de catastrophe, ça a un impact minimum sur les utilisateurs, bien sûr. Là, c'est pas demandé. Comment ? Là, c'est pas demandé. Ça sera négocié entre l'équipe de Red Team et celle de AIDA Control Team. Mais alors, il y a quoi de spécifique dans Tiber EU ou dans TLPT ? Alors, pour reformuler un peu aussi la réponse que Nicolas a posée tout à l'heure, c'est une sorte de Red Team++. Le principal attrait que j'y vois, moi, c'est que une des équipes participantes, c'est carrément l'autorité de tutelle, qui est là, la TCTFR en France, qui est là pour éviter que ça se transforme un peu trop en audit de complaisance. Et cette équipe aura un petit peu la main sur les audits, pourra valider certains paramètres comme le périmètre, etc. Et devra à la fin donner un petit tampon, une petite attestation pour dire le test s'est fait dans de bonnes conditions, c'est conforme, c'est bon, voici l'attestation de test à peu près sérieux. Paul, tu voulais réagir à ça ? Alors peut-être
Je reviens rapidement en arrière. Ça s'applique exclusivement aux entités financières ou est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres domaines? Alors le raisonnement, c'est que les TLPT, c'est dans le cadre du règlement DORA. Donc le règlement DORA s'applique à toutes les entités financières européennes désignées par le texte. Donc on estime que c'est environ 22 000 entités financières qui sont concernées par le règlement DORA à l'échelle de l'Union européenne. Et ensuite, le dispositif TLPT, lui, va s'adresser à une poignée, enfin un peu plus qu'une poignée, d'entités financières parmi ces 22 000. Et les entités financières éligibles vont être désignées par les autorités dans les prochaines semaines, prochains mois. La liste ne sera pas publique, c'est une liste qui sera confidentielle. Il y a des critères qui sont fixés par le régulateur pour déterminer la liste des entités éligibles. Enfin, le raisonnement, c'est que celles qui sont les plus grosses vont être concernées. Je ne suis pas capable de donner le chiffre. Ce qu'on peut estimer de manière précise, c'est que par exemple, de manière certaine, tous les établissements de crédit, les banques systémiques du point de vue de la BCE auront à faire des TLPT. Et par exemple, en France, il y a 12 banques qui ont cette catégorisation. Donc on sait a priori que ces 12-là vont être de fait éligibles. Alors, les mutuelles, elles n'auront pas à faire de TLPT ? Si. Là, je parlais des établissements de crédit, mais après, s'agissant des assurances ou des mutuelles, là, il y a d'autres critères qui sont fixés et le régulateur va aussi faire son marché parmi la liste des assureurs, des mutuelles, pour désigner celles qui auront à faire des TLPT. Et les sous-traitants, ils n'ont pas besoin alors ? Si. Alors, vas-y, Daniel. Par contamination, ils vont rentrer dans les TLPT. Par exemple, une banque qui externalisait tout son SI chez un Azure ou chez un AWS, eh bien dans ce cas-là, elle devra avoir prévu que contractuellement, que le sous-traitant puisse être inclus aussi dans ces tests. Donc par contamination, tous les sous-traitants seront aussi, sous-traitants critiques seront aussi éligibles à DORA. Et pourront être supervisés d'ailleurs par l'ACPR si c'est en France ou l'équivalent dans le pays dans lequel ils ont leur siège. Alors moi j'ai une question un peu fondamentale, mais c'est quoi la menace ? C'est des IOC ? Enfin, qui définit la menace ? Est-ce que c'est une théorie ? Est-ce que c'est voler de l'argent ? Ou est-ce que c'est des attaques précises qui ont été détectées dans la nature ou qui correspondent à des scénarios d'attaques réelles? Eh ben, c'est tout l'enjeu justement de la première étape de test de Threat Intelligence, dans lequel la première chose à faire, après, dans l'étape de test, c'est de faire cette analyse de menaces, de lister des scénarios vraisemblables qui pourraient arriver, comme piquer de l'argent, accéder à un système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et récupérer ce genre de données, et ensuite définir avec des tactiques, techniques et procédures par quel moyen une personne pourrait rendre ce scénario vraisemblable et faisable par du red team. Et quelles sont les autres étapes d'un TLP? Donc ça, c'est un peu la préparation. C'est quoi le livrable? C'est un rapport? C'est des schémas d'attaque? C'est quoi les étapes d'après? J'en ai grillé des étapes d'avant. Je ne sais pas si Alexandre, tu voulais parler des phases de préparation. Oui, alors un TLPT, ça commence par une phase de préparation et même en amont, le point de départ d'un TLPT, c'est le régulateur qui notifie l'entité financière qu'elle doit réaliser un TLPT. Autrement dit, c'est pas l'entité financière qui choisit le timing, c'est l'autorité qui détermine la date, envoie son courrier et contraint l'entité financière à démarrer son test sous 3 mois. Donc dans les 3 mois, l'entité financière doit démarrer sa phase de préparation et dans la phase de préparation, l'entité financière doit monter son équipe, doit déterminer son périmètre, les fonctions critiques et importantes au sens de DORA qui vont faire l'objet du TLPT, et puis soumettre, je vais simplifier, son dossier au régulateur qui va donner son avis et après des négociations entre le régulateur et l'entité financière, et ben, du coup, le périmètre, les équipes de test seront validées et le test pourra se conduire avec la première étape d'analyse de la menace. Mais alors, l'établissement financier, il n'a plus intérêt à faire des tests d'intrusion de sa propre initiative, ou il doit quand même en faire, parce que sinon il attend que l'autorité demande un TLPT, et puis il fait le TLPT. Comment ça marche? Alors, il est censé de toute façon s'il est suffisamment gros, faire quasiment tous les tests de sécurité qui sont éligibles. Donc
Dora encourage fortement les établissements à faire toute la panoplie de tests possibles et imaginables pour la résilience opérationnelle numérique. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau, le TLPT. Parce que par ailleurs, dans Dora, il est demandé de réaliser tout un tas de dispositifs de tests de cyber, hein. Gestion des vulnérabilités, scan de vulnérabilité, des tests d'intrusion habituels. Voilà, il y a tout un tas d'autres dispositions et d'exigences dans Dora qui obligent à conduire des tests à l'état de l'art. Et en plus, il y a les TLPT à faire pour les établissements les plus importants. Et la phase de test active, l'exécution des attaques, elle a une durée limitée, elle a une durée, je veux dire, c'est contraint dans le temps. Ça dure combien de temps en règle générale ces tests? Oui, alors effectivement, donc déjà il faut avoir en tête que si on met bout à bout toutes les étapes d'un TLPT tel que décrit dans les textes, il faut compter environ 1 an pour conduire un TLPT de bout en bout, de la phase de préparation jusqu'à sa clôture. Et la phase de red teaming est prévue sur une durée de 12 semaines minimum. C'est écrit dans le texte. Donc, en sachant qu'une équipe de red team, c'est au minimum 3 personnes. Ça peut être plus en fonction du périmètre, mais les textes imposent au moins 3 personnes constitutives de cette équipe. Donc, ça veut dire 3 personnes à plein temps pendant 12 semaines qui ont vocation à faire du red teaming sur l'entité financière. Ah oui, donc le coût d'un TLPT, c'est sérieux. C'est sérieux parce que le coût, il va falloir trouver un prestataire externe qui est obligatoirement externe pour faire l'analyse de la menace. Il va falloir le payer. C'est lui qui va faire l'analyse de la menace et décrire les scénarios. Il va falloir financer effectivement une équipe interne ou externe de Red Team. Et il va falloir aussi piloter tout le dispositif en interne de l'organisation. Ce qu'on appelle la control team, c'est donc l'équipe qui va piloter le test dans l'ensemble de l'organisation. Et là, effectivement, il va bien falloir un chef de projet qui va être assez staffé pour pouvoir répondre à tout le cadre normatif prévu par le dispositif TLPT. Il y a énormément de documents à produire, de rapports à produire, à valider, d'interactions prévues avec le régulateur. Donc ça va représenter une charge de travail importante et des coûts importants. Après, accessoirement, il faut aussi corriger les vulnes à la fin. Et les prestataires externes dont vous parlez qui réalisent ces tests-là, il y a des certifications pour dire celui-là est TLP compliant et il est en capacité de pouvoir exercer ces tests. TLPT compliant, on va dire. Ouais. Comment on les choisit? Donc TLPTC, tu veux dire? Non, en fait, tu as dit TLP, tu es tellement habitué au TLP. TLPT compliant. Comment on les choisit? Non. Et alors, il n'est pas prévu de certification, de qualification particulière. Les textes prévoient des critères de sélection de ces prestataires. Donc, par exemple, pour le prestataire d'analyse de la menace, il faut que le responsable de l'équipe ait au moins 5 ans d'expérience, que les membres de l'équipe aient au moins 2 ans d'expérience en analyse de menace et conduite de tests de ce type. Il faut qu'ils aient fait au moins 3 missions avant du même genre. Voilà, il y a des conditions comme ça. Et il faut qu'effectivement, ils soient capables de démontrer de leur compétences à travers des certifications du marché, mais il n'y a pas de label, de qualif spécifique TLPT de prévu. Et ce qu'il faut retenir, il n'y a pas d'équivalent du PASI, quoi. Non, il n'y a pas l'équivalent du PASI. Alors, 2 précisions. La première, c'est que l'entité financière fait une proposition de prestataire. Et après, l'autorité a la possibilité de challenger cette proposition. On n'est pas à l'abri que l'autorité dise non, ce prestataire-là, j'ai pas une bonne expérience avec lui, je préfère, je vous suggère un autre. Donc, premier bémol. Et le deuxième point, c'est que il faut avoir en tête que chaque pays va définir des règles spécifiques en fonction de son contexte local. Et en France, il y a eu un document publié par les autorités qui s'appelle CyberFR, et qui, lui, précise que pour les opérateurs d'importance vitale en France, donc ceux qui sont soumis à la LPM, il est recommandé, c'est une recommandation, mais je pense que ça va prendre la forme très rapidement d'une obligation, de faire appel à des prestataires qualifiés PASI, LPM ou RGS. Alors, moi, je reviens un peu. J'allais complètement changer de sujet, donc si tu veux rebondir là-dessus. Alors peut-être juste une dernière question, et après vient la phase de clôture. Qu'est-ce que c'est? C'est un PowerPoint? C'est un rapport? Et la question que j'ai là-dessus, si l'entité financière a une équipe Blue Team et qui détecte l'exercice en cours, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête? Alors, c'est prévu dans le CyberFR. C'est que s'ils ont détecté un scénario,
ils le signalent, tant mieux, ils auront marqué un point. Mais les tests pourront continuer de se dérouler puisqu'il y a plusieurs scénarios que les red teamers pourront tester. Et de toute façon, dans l'autre sens, si des red teamers n'ont pas été détectés, eh bien lors de la phase de clôture, ils feront du purple team pour expliquer à l'équipe de défense comment ils ont fait pour rentrer dans le SI et éventuellement discuter avec eux de comment ils auraient pu le détecter. Et par rapport à la phase de clôture que tu évoquais, donc là, en phase de clôture, toutes les équipes rédigent un rapport pour raconter ce qu'elles ont vécu pendant le test, donc la Blue Team, la Red Team, la Control Team. Tous ces rapports-là sont relus de manière croisée et ensuite il y a un travail d'élaboration du plan de remédiation qui est fait par l'entité financière qui doit proposer des réponses à toutes les vulnérabilités identifiées durant le test. Et ensuite, ce plan de remédiation est soumis au régulateur qui lui-même le soumet à l'autorité qui va se charger de suivre la bonne réalisation du plan de remédiation. Ah, moi, je reviens sur la menace. On n'entend pas beaucoup parler de piratage de banque ou d'assurance. Par contre, on entend beaucoup parler de piratage de plateformes d'échange de crypto-monnaies, de choses comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est couvert par DORA, c'est un débat pour un autre jour. Mais dans ces cas-là, souvent, ce qui se passe, c'est quand même de la compromission de tiers, et en particulier les dépôts de paquets logiciels. Est-ce que c'est des scénarios qui sont envisageables dans TLPT, ou est-ce que c'est à la limite de l'illégalité ? Je pense, si on fait un parallèle avec le monde physique, pour voler de l'argent, les gens explosent des distributeurs avec de la dynamite ou foncent dedans avec un SUV. Est-ce que c'est des choses qu'on doit tester dans le monde physique si on veut faire de la résilience ? Alors, et dans le numérique, se pose la même question, en fait. Jusqu'où on peut aller, quoi. Alors, jusqu'où on peut aller, c'est toujours sujet à discussion et à interprétation des textes, mais il y a néanmoins eu quelques règles qui ont été mises dans TyberFR, comme pas de destruction physique, pas de chantage, de corruption. Pas de kidnapping dans les rues de Paris. Non, ça c'est un petit peu trop. On laisse ça aux gens qui font de la crypto. Et surtout pas d'atteinte volontaire à la continuité du service. Donc oui. Pas de délit de service non plus. Non, mais je te donne les scénarios typiques. Le scénario typique, c'est la compromission du poste personnel d'un administrateur. À partir de la compromission de son poste personnel de l'administrateur, c'est un rebond quelque part au travers d'un VPN ou autre sur un de ses accès au système d'information. Et typiquement, est-ce que dans les Red Teams, on peut considérer qu'il faut vérifier qu'on ne peut pas, au travers de la compromission d'un ordinateur personnel d'un administrateur, arriver à rebondir sur le système d'information bancaire ? Est-ce que ça, c'est acceptable dans les tests ? Parce que ce sont des choses qui sont arrivées dans la vraie vie. Alors, je pense que la meilleure réponse à ça, ce serait le mécanisme de coup de pouce qui a été aussi décrit dans TyberFR, qui permet de tester, si les pentesters n'arrivent pas à rentrer, de leur donner un petit coup de pouce en leur donnant par exemple un accès VPN comme si c'est un administrateur, mais peut-être avec des droits restreints ou ce genre de choses, pour essayer de leur filer un petit coup de main s'ils n'y arrivent pas. Oh, il y a d'autres solutions, il suffit d'avoir la bonne marque de VPN. J'espère qu'avec la bonne marque de VPN, les Red Teamers, ils sont censés rentrer normalement. Ça a combien de temps, et est-ce que du coup on a déjà des exemples d'implémentation réelle ? Est-ce qu'il y a déjà eu des tests TLPT ou est-ce qu'on a eu que des tests Tyber ? Et est-ce qu'on a un retour d'expérience un petit peu sur comment ça se passe dans la vraie vie ? Parce que c'est sûr qu'un an de test, ça laisse le temps de perdre ses domaines de Red Team, etc., quoi. Non, pour le moment, il n'y a pas d'expérience de conduite de TLPT. On a l'expérience des tests Tyber sur environ 5 ans, les 120 tests évoqués précédemment. S'agissant des TLPT, aujourd'hui, les entités éligibles ne sont pas encore notifiées. Les régulateurs de chacun des pays de l'Union européenne doivent faire le travail d'identification des entités éligibles, les prévenir par un courrier, et ensuite construire un planning de conduite des TLPT dans les entités éligibles, et puis notifier les entités qui auront à réaliser les tests dans le timing qu'elles auront déterminé. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune entité qui a démarré véritablement des tests TLPT. C'est quelque chose qui est devant nous dans les prochains mois. Est-ce qu'on sait combien de prestataires sont intervenus dans les 120 Tyber EU ? Alors,
Non, je ne sais pas dire le nombre. On sait que des prestataires sont intervenus. On peut trouver des cabinets qui mettent en avant leur expérience sur la conduite de tests Tiber.ue sur leur site. Voilà, et donc je pense que c'est ces mêmes acteurs qui vont se positionner sur le marché des TLPT dans les prochaines années. Et à quelle fréquence doivent être réalisés les TLPT, sachant que après, je pense qu'il y a une phase de remédiation, donc qui peut prendre un certain temps. Donc, quelle est la fréquence ? La fréquence théorique exprimée par le texte, c'est un TLPT au moins une fois tous les 3 ans, en sachant que les autorités ont toute latitude pour intensifier ou alléger cette fréquence. Mais la théorie, c'est une fois tous les 3 ans. Et on peut faire de l'internalisation de ces tests, où on doit obligatoirement passer par des personnes extérieures et des prestataires ? Alors, s'agissant de l'analyse de la menace, c'est forcément un prestataire externe qui la réalise. S'agissant de la phase de Red Team, ça peut être des équipes internes, mais sous conditions, avec des conditions spécifiques d'indépendance de l'équipe, si on veut faire appel à des prestataires internes, enfin à des testeurs internes. Et il y a aussi le garde-fou que au moins une fois tous les 3 tests, il faut faire appel à un prestataire externe pour la phase de red teaming. Et enfin, la dernière particularité, c'est pour tous les établissements de crédit systémique, eux, ils n'ont pas le choix que de faire appel à des prestataires externes. Et de toute façon, l'autorité de tutelle a la main pour valider les testeurs. Alors ça, c'est aussi une question que j'allais poser. Aujourd'hui, des pentesters qui savent pentester, on en trouve. Par contre, quel est le niveau de maturité au niveau autorité de contrôle, régulateur, etc. Enfin, est-ce que c'est pas que des juristes ? Est-ce qu'il y a des red teamers dans ces équipes-là ? Alors là-dessus, c'est pas leur rôle. Le rôle des autorités et donc des équipes TLPT qui sont montées dans chacun des pays et à la BCE, c'est d'assurer la bonne conduite du TLPT et d'assurer que le TLPT se conduit dans les conditions fixées par les textes. Et donc leur rôle, ça va être de faire respecter le cadre et de délivrer l'attestation finale prouvant que le TLPT a été conduit en bonne et due forme. Par contre, il n'y a pas nécessité dans les équipes des autorités à regarder la dimension technique de la conduite du test. Après, évidemment, il faudra voir sur le terrain jusqu'où ils vont s'impliquer dans l'accompagnement du test, puisqu'ils l'accompagnent de bout en bout. Ils sont informés au moins une fois par semaine, en particulier pendant la phase de Red Team, de tout ce qui se passe. Donc à voir ce qu'ils vont faire des informations qui leur seront communiquées par les entités financières durant les TLPT. Est-ce qu'ils vont challenger les tests ? Est-ce qu'ils vont demander des rejeux de tests ? Ça sera à leur libre appréciation. Après, ils ont créé une équipe spéciale, la TCTFR, et ils recrutent pas mal pour se préparer à la mise en conformité à DORA. J'ai cherché TCTFR sur Internet, j'ai rien trouvé, donc je pense que je dois mal l'orthographier. Tu peux donner la signification de cet acronyme ? Ça veut dire TLPT Cyber Team FR. Et donc c'est une équipe qui réunit des personnes de la Banque de France, de la CPR et de l'AMF, et qui a vocation à définir les entités financières françaises éligibles au TLPT et à coordonner tout le dispositif TLPT en France. Donc c'est eux qui vont envoyer les petits courriers. Ils vont dépendre de qui, ces personnes ? Ils dépendent en France de leurs autorités de tutelle, ACPR, AMF, Banque de France, et puis ils sont évidemment en relation avec ce qu'on appelle les AES, les autorités européennes de surveillance, qui sont les autorités à l'échelle européenne qui assurent la bonne conduite du dispositif DORA dans son ensemble. Et là, on parle de l'EIOPA, l'ESMA et l'EBA, qui sont les 3 autorités qui assurent la mise en place de DORA à l'échelle de l'Union européenne. Pour Nice, il y a eu un Nice 2. Est-ce que pour DORA, il y aura un DORA 2 ? Quelles sont les évolutions à prévoir dans le domaine ? Parce que si c'est un test tous les 3 ans, je veux dire en 3 ans, il peut s'en passer de l'eau sous les ponts. Ah ben attends. Et DORA, ça vient juste de sortir là. Ils vont pas déjà nous faire un DORA 2 ? Je pense que ça viendra un jour. En tout cas, si parallèle il y a à faire, c'est entre DORA et Nice 2. Puisqu'il faut considérer que DORA est la déclinaison dans le secteur financier de Nice 2.
il y a un principe de l'ex spécialiste entre DORA et NIS 2, c'est-à-dire qu'une entité financière qui est éligible à DORA n'a pas à se préoccuper de la directive NIS 2. Donc le parallèle est à faire de cette manière. Et ensuite, effectivement, une fois que tout le dispositif DORA sera mis en place, il est certain que les autorités auront plein d'idées pour améliorer un certain nombre de dispositifs autour de la gestion des incidents, des TLPT, du programme de test de résilience, du contrôle des prestataires. Et il faut s'attendre à un DORA 2 dans les prochaines années. Et le coût d'un TLPT, vous le voyez entre combien et combien? Pas en coût analytique, hein, en coût pour l'ensemble des prestataires externes. Coût de remédiation compris? S'il faut des prestataires externes, oui. Non, mais c'est plutôt 100 000 ou 1 million d'euros? Je pense que le coût de correction des vulnérabilités, de remédiation, il peut très vite monter assez haut. Mais ça veut dire qu'il y a autant de vulnérabilités que ça dans nos systèmes financiers? Disons qu'il y a beaucoup de vulnérabilités de risques résiduels qui ont été acceptés. Ah, ok. Et là, à l'occasion des TLPT, eh bien, l'autorité n'accepte plus ces risques résiduels. D'accord, je comprends. Ça va être la partie rigolote. C'est comment chacun va négocier pour soit corriger, soit ne pas corriger. Après, sur la conduite du TLPT, voilà, il va y avoir des incontournables. Il va falloir payer le prestataire de la menace, le prestataire de Red Team et la personne qui va assurer le pilotage de la control team. Moi, j'ai du mal à imaginer un ticket à moins de 300 000 euros juste pour monter la structure. Ça me semble être le ticket minimum pour construire un TLPT en bonne et due forme. Et je parle même pas de tout le travail, du financement, de tout le travail de préparation, parce que le corpus documentaire à produire pour être capable de réaliser un TLPT dans les délais et de la bonne manière, il est assez important. Donc, faut travailler sur les différents templates de documents, faut les faire relire en interne, faut organiser tout ça, faire valider tout ça dans chaque entité financière. C'est énormément de boulot pour toutes les entreprises qui s'y préparent. C'est un super business. Oui, c'est pour ça que c'est mon business, d'accompagner les entités financières à ces TLPT. Je crois qu'on a couvert pas mal de sujets, mais est-ce que vous auriez un mot de la fin à apporter ou peut-être parler de quelque chose d'important qu'on aurait omis de citer dans l'épisode? Peut-être en lien avec ce que je viens d'évoquer, c'est que il faut que les entités financières se préparent à ces TLPT. Donc déjà qu'elles se posent la question de est-ce qu'elles sont éligibles à ces TLPT et elles doivent prendre pour ça les critères qui sont fixés par les textes. Et ensuite, si elles sont éligibles, et de commencer à se préparer à recevoir le courrier des autorités et donc du coup à définir une organisation, une gouvernance type, à rédiger les livrables types, à déterminer qui va assurer le rôle de la control team, qui seront les membres du management qui vont être dans la confidence du TLPT. Voilà, il y a tout un tas de choses à préparer en amont d'un TLPT, et donc du coup, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Une fois qu'on reçoit le courrier pour démarrer son test, on a 3 mois pour engager la phase de préparation. Donc, ce n'est pas en 3 mois qu'on réalise tous ces travaux. Donc, il ne faut pas attendre de recevoir le courrier, et il faut que les entités financières qui vont être concernées démarrent leurs travaux urgemment, si ce n'est pas déjà fait. Et Daniel, dans ton travail de mise en œuvre de DORA, tu as préparé tout ça? Déjà, j'ai calculé pour savoir si j'aurais été potentiellement éligible ou pas. Et d'après les derniers critères, je ne l'étais pas. Donc, j'avais un peu zappé cette partie-là. Sauvé. Comme mot de la fin, je pense que c'était une petite phrase du type c'est pour leur bien, cette réglementation, pour le bien du secteur financier, pour le bien de l'Europe, que c'est nécessaire de se mettre en conformité. Merci pour cette note positive. Eh bien, Alexandre, Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.